Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 40e épisode de C'est quand la pause. Un épisode enregistré au calme, cette fois-ci loin des tintements de verre et du brouhaha des discussions pédagogiques. Un épisode avec 3 chroniques pour inspirer vos pratiques pédagogiques. La première vous proposera un regard dans le rétro et dans son viseur, les MOOC ou cours en ligne ouverts et massifs. Où en est-on aujourd'hui? Qu'ont-ils apporté au monde de la formation? Nous vous dirons tout. Le deuxième vous ramènera, et plutôt la deuxième chronique vous ramènera dans le présent, voire même dans le futur, car elle vous proposera une analyse des chiffres clés du digital learning en 2024. Oui, même si nous sommes encore en février. Et en réalité, la chronique n'analysera pas ces chiffres clés en tant que tels, mais la manière dont ils vous sont proposés dans des rapports comme celui fourni par l'ISTF. Une analyse critique d'une analyse qui analyse les tendances du monde de la formation. Oui, dans ce podcast, c'est possible. Et enfin, la troisième chronique vous proposera de réfléchir à votre signature pédagogique. Quoi? Vous ne l'avez pas encore définie? Alors vous courez à de graves dangers pédagogiques, mais pas d'inquiétude, nous vous partagerons notre avis et nos conseils sur le sujet. Un épisode avec 3 chroniqueurs, dont moi-même, Nicolas, learning designer chez Caffeine Studio, accompagné de 2 complices qui ont tellement aimé collaborer dans la vie personnelle depuis 2 ans sur ce podcast qu'ils ont fini par vouloir collaborer ensemble dans leur vie professionnelle chez Sephora, l'organisme de formation belge, je précise quand même pour nos auditrices et auditeurs. Et comme mon amour pour eux n'a rien de cosmétique, j'ai décidé de composer un petit morceau de musique pour chacun d'entre eux. Alors le premier, voilà, Ce mec est fou. Je vais vous partager. Alors, le premier, on ne découvre pas pour qui est le morceau directement, donc je vous propose d'essayer de trouver ça. Je vous passe l'extrait de suite. Je me perds entre Obsidian, Notion et Workflow et j'aspire à trouver le logiciel parfait pour mes notes, mais cette décision me tend les boyaux. Obsidian, Notion, Workflow, oui. J'essaie de choisir mais mon esprit s'embrouille. Obsidian, Notion, Workflow, oui. Lequel me soutiendra dans mes émois? Le choix de Lionel. Voilà, petit morceau. Le tube de l'été, quoi. Obsidian par Lionel. Obsidian et Workflow. Voilà. Et donc, Le résumé de ma vie en quelques paroles. On a un deuxième morceau pour notre deuxième co-animateur ou notre troisième si je me compte dedans. Animateur des podcasts, ils équipent les tendances de la formation. Sérieux mais sans se prendre trop au sérieux. Il est là pour nous éduquer, c'est précieux. Oh yeah. Jérôme, notre star du podcast. Tu nous fais rire avec ton charmant détachement. Jérôme, tu es notre inspiration. Merci pour tes conseils. Avec plaisir, Voilà, avec plaisir, madame. Mais quel flow, Ça, quoi. Franchement, ça donne... Et puis, il y en avait quand même... j'ai fait aussi un morceau qui aurait pu devenir notre générique d'introduction, la bande originale de ce podcast. Écoutez bien cette histoire que je vous raconte sur un podcast qui fait parler tous les comptes. C'est quand la pause avec Jérôme, Lionel et Nicolas. Toujours là, prêt à mettre le feu sans tracas. Ils partagent du bon son et font vibrer les ondes. C'est quand la pause, ouais. On est là pour animer Jérôme, Lionel et Nicolas. T'ont donné rendez-vous pour kiffer. Dans ton oreille tu entendras leur voix. Pose tes questions, écris haut et fort. C'est quand la pause, ça bouge tout autour. Jamais lassé de les écouter, on est toujours à fond. Voilà On fait vibrer les ondes, les gars. On fait vibrer les ondes. Moi, je comprends Voilà pas pourquoi pour- ce n'est pas notre jingle. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Donc, juste pour nos auditrices et auditeurs, tout ça a été composé un peu à la hâte, mais sur suno.ai, un outil qui vous permet de composer de la musique, soit générée quasi automatiquement. C'est ce que j'ai proposé ici, juste en 1 ou 2 phrases. Je vais expliquer la musique, le style de musique, et puis je vais donner quelques éléments. Mais sinon, vous pouvez adapter les paroles, adapter la musique, etc. Il y a moyen de personnaliser ça
Voilà, et c'était un peu pour lancer. Et comme tout on ça. dit, inutile, donc indispensable. Voilà, c'est comment préparer au mieux cet épisode et travailler sur le fond. Non, c'était plus sur la forme. Bref, Jérôme, Lionel, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Bah moi ça va plutôt pas mal. Je suis content qu'on se retrouve. C'est dur de n'enregistrer qu'une fois par mois. Oui, c'est bon. On survit. Ouais. Mais moi, cette petite Jérôme, toi musique m'a quand même mis dans une ambiance un peu estivale comme ça, où on se voyait le petit cocktail barbecue, je ne sais pas très bien, mais c'est voilà un petit son de l'été presque. Donc, On fera une after recording. voilà. Mais non, donc tout va très bien, en grande forme. Ravi de vous retrouver. Parfait. Commençons par nos traditionnelles actus avant qu'on attaque les chroniques. Lio, toi, ton actu du moment, le truc. Bon, moi, c'est rien de plus qu'un petit article que j'ai traversé une enquête du Monde. Il s'intitule « Environ la moitié des jeunes sur le marché du travail exercent un emploi sans lien direct avec leur formation ». Je trouvais ça interpellant que autant quand on parle de upskilling ou reskilling, on est déjà dans le monde du travail et on se dit que les activités actuelles sont amenées à changer dans un intervalle de quelques années. Donc il faut absolument se reskiller le plus vite possible vers certaines skills qui sont identifiées. Et là, on observe que dès le gap se creuse dès l'entrée dans le monde du travail suite à l'enseignement supérieur. Donc, je le répète, je reprends un petit extrait. Environ la moitié des jeunes entrants sur le marché exercent un emploi sans lien direct avec leur formation. L'enseignement supérieur a cette vocation à forger des compétences de haut niveau qui peuvent être transférables d'une spécialité à l'autre. Et je termine par une citation qui est dans l'article aussi de Yves Lichtenberger, sociologue, qui dit « On ne forme pas au métier de demain, on permet à des étudiants de devenir capables de les faire émerger. » Voilà, je trouve ça assez interpellant. Et pour toi, c'est interpellant positivement ou négativement? Parce que ça appuie quand même une certaine vision de l'université, effectivement, qui forme un peu à une sorte de personne érudite ou, je sais pas, qui peut avoir la capacité, effectivement, d'exercer plusieurs métiers, d'avoir des compétences transversales. Tout à fait. Ça pose la question, justement, à ce niveau-là, du contenu, je caricature un peu, du contenu théorique à l'université. Est-ce qu'on doit faire du plus généraliste et développer cet aspect qu'on voit se matérialiser petit à petit de transversalité, d'être capable d'avoir un esprit flexible, adaptable, souple, ou bien est-ce qu'on doit garder, et quelle est sa place, une composante apprentissage métier ou disciplinaire forte. Voilà, donc il y a des questionnements à avoir. Mais là, on parle de la formation initiale, alors à ce moment-là. Oui, tout à fait. De passage entre formation initiale et premier job. Ça remet un peu en question la place de la formation initiale finalement dans une carrière, hein, dans un curriculum de manière générale aussi. Où avant c'était des carrières peut-être très linéaires aussi, où on avait une formation initiale qui nous guidait pour la suite, et en fait maintenant le rôle de cette formation initiale change vu le caractère moins linéaire des carrières. Et à l'université aussi, on observe qu'on a des filières qui tendent à se regrouper pour justement former au moins, pour se spécialiser le plus tard possible. Donc il y a une conscience de ça, mais voilà, je sais pas jusqu'où elle doit aller. Donc et même en secondaire, l'idée c'est chaque fois de se spécialiser le plus tard possible et de faire se prolonger un tronc commun. Et du coup, je crois que ça répond assez bien, mais est-ce qu'il y a encore du chemin à faire pour éloigner encore le disciplinaire? Inspirant. Ok, merci. Jérôme, de ton côté, l'actu? Ouais, merci pour ta chronique, Lio. Donc, moi, ça pourrait faire l'objet d'une chronique, hein, c'est pour ça que je me permets. Ça commence. Non, moi, mon actu que je voulais partager, c'est on lance toute une série. On a organisé la première table ronde en fait avec nos clients. On a lancé cette initiative avec notre département sales et marketing pour un peu bien comprendre les besoins et se connecter encore plus à nos clients. Et en fait, la première expérience s'est révélée très concluante, et au-delà de nos espérances, c'était avec les participants aux tables rondes, on avait un sujet qui était l'apprentissage informel, et le but était de pouvoir comprendre comment ça se vivait
concrètement dans les entreprises. Et en fait, on a remarqué que les participants arrivaient avec une vraie attente de ce que les autres pouvaient aussi leur apporter à eux-mêmes. Et donc, ça a encore ouvert un champ plus large et un spectre plus grand que ce qu'on imaginait à la base. Mais donc, on a voulu rebondir là-dessus. Et donc, on en a encore planifié 6 d'ici la fin de l'année, avec chaque fois des clients différents, des thématiques différentes, et qui vont nous permettre les objectifs peuvent être multiples, évidemment. C'est de comprendre quelle est la réalité, que les personnes qui participent, nos clients, puissent échanger entre eux aussi, et puis après, entre guillemets, un peu être nos ambassadeurs aussi sur le terrain et prêcher cette parole-là également. Et pour nous, c'est très précieux pour après bien comprendre la réalité et construire notre offre de produits et de services en fonction de ce qu'on a pu récolter dans ces tables rondes. Donc voilà, et c'est pas très très compliqué finalement à mettre en place. Donc voilà, chouette petite initiative et en collaboration aussi entre le business et marketing. Donc c'est toujours chouette aussi pour favoriser cette transversalité. Donc voilà par rapport à la petite actu. Forme de communauté de pratique. Il y a les insights qui ressortent un peu de ce moment-là et de cette table ronde, voire des prochaines. C'est public, on peut le partager ou? On sait pas encore exactement en fait comment on va pouvoir le diffuser. La volonté première était pour notre usage interne, mais voilà, on va réfléchir un peu dans la construction des suivantes. Comment est-ce que ça pourrait être réutilisé en le partageant pour nous-mêmes, aux participants, mais éventuellement plus large à nos clients aussi. Sous quel format? Encore un peu en construction à discuter, mais il y a un vrai potentiel de ce côté-là. Okay. Et là où c'est pas vraiment une communauté de pratique, c'est que l'idée aussi, même si c'est pas gravé dans le marbre, il me semble, c'est d'inviter des participants différents chaque fois en fonction de la thématique. Ouais, okay. C'est ça. Intéressant. Parce que la thématique, on va analyser aussi en fonction dans quelle région, dans quel secteur, puisque nous on a un panel de clients très très large aussi, et donc voir quels seraient les plus pertinents à inviter autour de la table en fonction de la thématique. Donc voilà, qui nous permettent d'impliquer aussi et d'intégrer un maximum de clients. Parfait. Voilà. Toi, Nico. De mon côté, l'actu, c'est presque un questionnement par rapport à l'intelligence artificielle et à mes usages, et un questionnement qui peut se transposer à la blague que je faisais à travers la musique et un peu le syndrome de l'objet brillant que je partage avec Lionel de quel est le meilleur outil, et par rapport aux outils, on peut se poser la question est-ce qu'il vaut mieux aller vers Notion par exemple pour la prise de notes qui va permettre de faire un peu tout, ou vers des outils plus spécialisés. Mais je suis en train de me poser la même question à propos de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il vaut mieux tout miser sur ChatGPT, essayer de faire tout rentrer, de faire rentrer toutes les problématiques qu'on peut avoir dans ChatGPT et puis ces évolutions avec les GPTs, avec tout ce qui se développe autour, qui permet de faire quand même énormément de choses, ou est-ce qu'il vaut mieux se développer sa banque d'outils spécifiques qui permettent de faire certaines choses? Et un exemple concret dont on parlait d'ailleurs hier, c'est de pouvoir analyser un document pour en ressortir des objectifs pédagogiques, peut-être un scénario pédagogique par rapport à un public défini. Est-ce qu'il vaut mieux donner ce document à ChatGPT et travailler avec lui autour de ça, ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser des outils qui sont spécifiquement faits pour cette fonctionnalité? Voilà, j'ai pas vraiment de réponse. Ce que je remarque dans mes propres usages, c'est que si on va vers des outils spécifiques, parfois on comprend pas nécessairement les rouages ou ce qui se passe derrière comme fonctionnement de l'intelligence artificielle, alors qu'avec ChatGPT, on va pouvoir itérer, ce qui est parfois plus difficile avec des outils qui ressortent l'information sans expliquer comment ça s'est passé derrière. Mais voilà, je sais pas si vous avez une réaction là-dessus. En tout cas, c'est mon actu questionnement du moment. Et t'as un usage précis pour lequel tu te poses cette question-là, où tu dirais, là, j'hésite à le faire dans le ChatGPT ou d'utiliser un autre outil? Comme ce que je disais, pour la scénarisation pédagogique, pour plein de choses, en fait, je remarque qu'il y a plein d'outils qui deviennent de plus en plus spécifiques pour des usages très précis. Analyser un questionnaire analyser un document pour en faire des questions, par exemple. Il y a des outils qui permettent ça, mais ChatGPT permet de le faire aussi et d'itérer autour de ça. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir sa banque d'outils pour des usages pédagogiques spécifiques ou en fait se former à hyper bien utiliser ChatGPT?
C'est un peu le syndrome de la grande surface aussi. Ouais. Parce qu'on continue à aller à la boulangerie, à la boucherie et chez le fromager quand on peut tout trouver sur place. C'est pratique, la qualité est moindre. Ouais, et en même temps, vraiment, moi, ce que je vois dans mes propres usages, c'est que, la force de ChatGPT, alors après la qualité peut être moindre, mais la force, c'est qu'on va pouvoir beaucoup plus itérer, comprendre comment ça se passe derrière et avoir différentes propositions. Alors que quand on se base sur des outils qui font tout pour nous, bah, c'est difficile. À la limite, il faut réuploader le document, redemander, il va proposer d'autres choses, mais on ne comprend pas exactement comment se passe le processus derrière. Donc voilà. Ouais, Donc ton choix est fait, plus ou moins. Ouais. Pour l'instant, Moi, oui. Mais Ma première réaction, ce serait, je dirais ni l'un ni l'autre. Enfin, tu vois, peut-être aller pour 80% du temps à la grande surface, hein, et 20% quand on a besoin vraiment de la qualité par rapport à notre pratique, où ça pour nous c'est important, aller sur des outils spécifiques. Si on reprend ta métaphore liée aux grandes surfaces, dire moi j'ai envie de manger du bon pain et donc là j'irai à la boulangerie, mais pour le reste j'irai en grande surface. Je sais pas si on doit être aussi binaire en disant c'est soit tout là, soit tout là. Mais... Dernier élément par rapport à ça, et puis parce que ça reste une actu et pas une chronique, c'est que aujourd'hui trouver la bonne boulangerie, c'est assez difficile. C'est-à-dire que les outils qui proposent des fonctionnalités très spécifiques, vraiment il y a presque il faut leur donner une confiance aveugle et regarder un peu le produit en sortie, mais c'est parfois même assez difficile. Donc voilà, connaître les bonnes boulangeries de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est assez difficile. Moi j'en ai une tout près de chez moi qui est vraiment très très bien. Je pourrais mettre l'adresse en description si vous voulez. Il faut une petite baguette et un pain à l'épeautre assez dingue, hein. Voilà, comme ça. Et t'as le côté aussi durabilité de la solution. T'as l'impression qu'un ChatGPT sera plus robuste pour traverser le temps qu'une petite boulangerie qui va souffrir de l'existence de ChatGPT. Ouais, enfin, effectivement. Le lien. Mais et si d'ailleurs, souvent la boulangerie, elle a plus de chances de survivre. Enfin voilà, bref, on est parti. Pour les auditrices et auditeurs qui l'ont pas encore, qui peut-être ont faim, mais surtout qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite aussi à aller voir. C'est pas une reco, mais quand même juste pour être informé de ça. La dernière sortie de OpenAI, qui est l'outil Sora pour la création de vidéos, qui est pour l'instant même pas encore en bêta. C'est juste des expérimentations qu'il propose, mais c'est assez bluffant sur la création de vidéos très réalistes à partir de prompts. Donc voilà, allez voir ça et on termine nos actus là-dessus et on passe à la première chronique avec Lio. Lio, les MOOC. T'as été très MOOC un temps. Tu vas nous proposer un peu Je fus MOOC. Tu fus MOOC. Tu vas nous partager un peu ton regard là-dessus sur tes jeunes années d'ingénieur péda par rapport au MOOC. Chronique numéro 1. Les MOOC sont-ils morts ? Souvenez-vous la catastrophe nucléaire de Fukushima, la mort de Ben Laden, l'inculpation de DSK, la mobilisation des indignés. Souvenez-vous, nous sommes en 2011, il y a presque 15 ans. Et voilà, comment allait le monde à ce moment-là ? Que pouvait-il bien se passer dans le monde de la formation ? Allons voir sur la côte ouest américaine, en Californie, à mi-chemin entre San Francisco et San José, se trouve la petite ville de Palo Alto, tristement connue pour son taux de suicide chez les adolescents 4 fois plus élevé qu'ailleurs dans le pays. Un taux de suicide dramatiquement élevé en raison de sacrifices et de pression de réussite socio-académico-économique, en particulier à l'université de Stanford. En juin 2011, Sebastian Thrun et Peter Norvig, difficile à prononcer, démarraient un cours intitulé Introduction to Artificial Intelligence. Ouais, déjà en 2011. Plutôt précurseur, les cocos. Et à plus d'un titre, car ce cours allait être ouvert à tous et consistait en 3 éléments principaux. Des séances de cours en ligne, des exercices à accomplir sur une plateforme en ligne et corrigés par un ordinateur, et l'obtention d'une attestation d'accomplissement. Les MOOC étaient nés. Les mois suivants, il y a eu, sur le même principe, les cours de Database Introduction par Jennifer Widom et de Machine Learning par Andrew Ng, recueillant tous une centaine de milliers d'inscriptions. Leur inspiration, c'était la Khan Academy, lynda.com,
ou encore Stack Overflow. J'ai retapé lynda.com comme URL et on tombe maintenant sur LinkedIn Learning. Voilà, donc il y a eu un petit rachat ou une petite évolution dans l'air. Pour accueillir leurs cours, nos amis ont aussi développé des plateformes permettant d'accueillir des vidéos, de les accélérer, de les sous-titrer, d'embarquer des quiz, des exercices corrigés par la machine et un forum de discussion. Udacity et Coursera allaient voir le jour en janvier 2012. Le MOOC transmissif, ou XMOOC, était né. Avant lui, étonnamment, autour de 2008, avait été développé un premier exemple de MOOC dit connectiviste, ou CMOOC, au Canada sous l'initiative de George Siemens et de Stephen Downes, de l'université du Manitoba. Le cours était intitulé Connectivism and Connective Knowledge et a réuni un peu plus de 2000 participants. Grosse différence d'approche pédagogique et de structure entre CMOOC et XMOOC. Les CMOOC ou MOOC connectivistes se conforment au réseau d'apprenants et sont donc moins structurés initialement quand les XMOOC, eux, ou MOOC fondés sur l'extension, le X vient de là, visent le passage à l'échelle et sont structurés selon un calendrier défini et des démarrages par cohorte. Rentrons en Europe, tranquillement. La traversée dure un peu et nous voilà en 2014. France Université Numérique, ou FUN pour les intimes, vient de voir le jour sous initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en France. On s'aperçoit bien vite, et Nico en sait quelque chose, qu'il ne va pas falloir louper le train qui démarre. L'ambition est tout de suite trop énorme. Remplacer un cours par un dispositif hybride de type MOOC. Autrement dit, engager des enseignants dans un processus long d'ingénierie pédagogique expérimentale. Académiques qui, en Belgique, rappelons-le, ne sont pas tenus d'avoir ni la moindre formation, ni la moindre affinité pédagogique. À cette époque, alors que l'ONRAM a impliqué des enseignants à faire valoriser le dispositif en crédit ECTS, à l'héberger, à mesurer le retour sur investissement, à identifier un modèle économique, à essayer de faire abstraction des taux de complétion de 5%, on lit attentivement les posts de Mathieu Cizel, premier doctorant français sur le sujet. Et il est encore en vie, je suis allé voir. Et on documente à notre tour nos déboires dans un carnet de recherche hypothèse.org intitulé MOOC Things. Et quelle galère à produire, à l'époque c'est MOOC. Vous pouvez aller voir ça sur ce carnet de recherche, on vous partagera le lien. Même si les chiffres me contredisent et que l'on observe une croissance constante du nombre de MOOC, d'année en année, ils sont pour moi morts dans l'œuf. Une sacrée euphorie et un vrai enjeu de décloisonnement du savoir, certes, mais une transposition technologique plutôt qu'une innovation pédagogique. Et les étudiants d'alors, comme ceux d'aujourd'hui, étaient déjà en rupture avec un fonctionnement universitaire fondé sur le transmissif et la contrainte. Bon, vous me connaissez, je polémise, et les exceptions sont nombreuses, mais les MOOC, qui se résument à un déplacement numérique de l'amphithéâtre, sont bien plus nombreux encore. Vous vous souvenez, vous, les MOOC? Oui, enfin Nico, je pense que, vu que tu es cité ici et qu'on a participé aux premières initiatives de l'ULB en la matière, tu vois de quoi il s'agit. Jérôme, peut-être, je sais pas où tu en étais dans le monde pédagogique, enfin si je sais plus ou moins, mais les MOOC, ça avait une réalité pour toi, dans le monde professionnel? Ouais, mais plus en tant que consommateur et le mot est dit, consommateur ou apprenant, que vraiment producteur ou réalisateur ou créateur de MOOC. Mais j'étais à l'époque effectivement assez intéressé et consommateur aussi, mais par l'accessibilité en fait du savoir, par des, et on peut le mettre entre guillemets, experts ou pseudo-experts, qui transmettaient en fait leur contenu. Et donc là où il fallait aller rencontrer la personne, en fait ça permettait de démocratiser en fait un savoir outre-Atlantique qui nous amenait. Donc c'est ça que je trouvais assez fascinant. Plus que sur la forme, c'était le fait de pouvoir me dire, mais finalement j'ai accès à du contenu et je peux suivre trajet. Parce que ce qui m'attirait quand même aussi, c'était qu'on était comme dans une notion de trajet. Et alors après, avec la déception, de se dire, mais on est dans un trajet, donc c'est bien le millimétré, il y a un ordre à suivre, il y a du contenu qui est varié, donc ça paraît très très attractif. Donc
voilà, j'en ai terminé certains, j'en ai arrêté beaucoup Bravo. d'autres, évidemment. Mais est-ce que c'est grave? Je sais pas. En fait, quand je me disais, ça me permettait de le démarrer, puis me rendre compte, soit le fond ou la forme ne m'intéressait pas, et j'arrête à tout moment. Alors on peut dire, du coup, les taux de complétion sont très pauvres, mais on peut se dire, au moins rapidement, on décroche. Alors est-ce qu'on décroche parce que le fond nous intéresse pas ou parce que la forme est pas du tout adaptée? Là peut amener le débat, mais là où avant on devait s'inscrire dans un processus universitaire ou autre et s'engager avec financièrement et temporellement, de manière intensive. Voilà, on peut le voir aussi de cette manière-là. Voilà. Le point que tu mentionnes est assez important. À l'époque, il y a vraiment eu cette polémique, effectivement, il y a peu de taux de complétion. Il y avait une recherche de l'Université de Lille, si je me trompe pas, qui, plutôt que s'intéresser au taux de complétion en tant que tel, avait posé la question à l'ensemble des participants, quel que soit le taux de complétion, est-ce que le MOOC, il leur avait demandé les objectifs en début de MOOC, et ils ont demandé en fin de MOOC, même si les personnes n'avaient pas entièrement participé, si les personnes avaient atteint leurs objectifs, et pour pas mal d'entre elles, lorsqu'on posait la question comme ça, oui, ça avait rencontré leurs objectifs parce que certaines venaient juste pour s'informer sur certains chapitres et pas d'autres. Certaines venaient pour rencontrer des personnes et pas du tout pour le contenu, mais plutôt pour la partie forum, pour de l'inspiration. Et donc, c'est là où moi, je vois un peu les MOOC comme des livres. Et un de mes principes par rapport aux livres, c'est parfois juste de les parcourir très rapidement, parfois de sélectionner certains passages, de les approfondir, mais pas d'aller dans l'ensemble du livre, et parfois effectivement de m'arrêter quand le livre me plaît pas. Et donc, je pense qu'il faut avoir cette approche-là pour les MOOC, et pas de se dire que c'est comme un cours qui doit être suivi de A à Z, et qui fonde vraiment sa réalité, la réussite en suivant ça de A à Z. Même si initialement ils ont été justement ingénieurs pour remplacer un cours qui n'allait plus forcément, ou pour accompagner un cours qui allait enrichir ce dispositif en ligne, donc malgré tout avec une scénarisation à fil rouge. Ouais, mais dès le moment où il y a un côté ouvert, ça permet à chacun et chacune de s'approprier ça comme il le souhaite, et donc là on laisse la liberté aux personnes d'en faire ce qu'elles souhaitent, et faut être capable d'accepter ce qu'on avait nous-mêmes à l'époque des difficultés à accepter, et c'est clair qu'on se gossait beaucoup plus des 30 à 40 000 apprenants qui s'inscrivaient à notre MOOC d'anglais notamment, beaucoup plus que des taux de complétion finaux, même s'ils étaient très bons par rapport à d'autres MOOC. C'était là-dessus qu'on jouait, notamment pour le côté vitrine de l'université. Et on avait même... Et je me jette la pierre, tendance à croire que c'est les apprenants qui apprenaient pas comme il faut. C'est-à-dire que s'ils ne rentraient pas dans le moule de ce qui avait été prévu, c'est que c'était pas le moule le problème, c'était l'apprenant. Et ils ont tort de ne pas arriver au bout alors que tout a été prévu pour que cette montée en connaissances et compétences se fasse de cette manière-là et pas autrement. Donc il y a eu vraiment un décalage complet entre notre perception du besoin et le besoin réel. Et d'ailleurs, quand on parle de public cible, les analyses, ou certaines analyses ont montré, on en partagera l'une ou l'autre, que le public, donc on parle MOOC, on diffuse le savoir largement, mais le public reste un public clairement érudit, déjà, qui dispose déjà de plusieurs diplômes, et pas les personnes qui a priori n'ont pas du tout accès à l'université pour développer chez eux, ou de manière très minoritaire pour développer chez eux, enfin comme tremplin en fait, comme substitution à l'université. C'est vraiment un livre en plus que quelqu'un qui a déjà l'habitude d'en acheter aurait, quoi. Ouais. C'est un peu, allez, après si on prend les MOOC, où on regardait, les MOOC ça marche pas, il suffit de voir les taux de complétude qui sont en dessous de 10%, et c'est là où est-ce qu'on utilisait la bonne métrique pour mesurer l'efficacité des MOOC, mais même maintenant un peu dans une approche très consumériste de la formation, c'est combien de personnes ont participé et sont restées toute la journée, ou pour des formations en présentiel, si tu restes au moins une demi-journée, on te compte comme présent, enfin,
Donc les discussions sont un peu les mêmes sous d'autres formats. C'est juste voir les métriques qu'on utilise aussi. Ça remet en question la formation longue. Hein. Ouais, mais bon, moi ici, on va pas aborder ça ici. si, mais où la formation, enfin, quels sont les critères d'une bonne formation, enfin, finalement, parce que les MOOC, quelqu'un qui effectivement dit, en fait, moi, j'ai regardé le MOOC et ça m'est arrivé aussi, où j'ai été piqué 2-3 petites vidéos ou un document où j'ai posé une question, j'ai eu ma réponse, et en fait, j'avais besoin que de ça. Et donc, c'est pour ça, on dit, mais j'ai peut-être pas à 100%, mais maintenant, on regarde aussi dans les plateformes, LMS et autres, c'est, quel est le taux de complétude, et on utilise ça comme métrique, enfin, on en a parlé, ou pas, et on peut vite le faire maintenant, mais dans la Learning Tech, des présentations, des conférences, c'est un gros succès, taux de complétude, taux de participation à nos formations, donc, on est exactement dans ce qu'on reprochait au MOOC aussi. Donc je pense qu'on peut essayer d'utiliser peut-être d'autres, ça amène la réflexion d'utiliser d'autres métriques aussi. Et quand on disait que c'était tu disais dans ta chronique, c'est une transposition technologique, c'est pas une innovation pédagogique. Ben là, on met en fait avoir des profs d'UNIF qui étaient très transmissifs, où les gens en fait étaient là. Mais est-ce que si on devait mesurer leur taux de complétude, au fait qu'ils étaient assis et qu'ils écoutaient un prof, peut-être qu'on était là à 100%. Mais à quel prix, quoi, hein? Ouais, et je voulais juste, parce que la chronique, un peu comme d'habitude, à ce point de vue assez critique, pour moi, un des points positifs des MOOC, un peu comme de la crise du Covid, la pandémie, etc., c'est le fait que ça ait joué un peu sur une évolution des mentalités par rapport à la formation à distance. Avant, on en parlait très peu. C'était vraiment parler de cours en ligne, d'e-learning, etc. C'était très presque public de niche. Les MOOC ont permis d'ouvrir la notion de formation à distance, de créer une compréhension sur la formation à distance et de permettre à pas mal de gens d'expérimenter, effectivement, potentiellement de se casser les dents, mais de comprendre que lorsqu'on fait un cours en ligne, ça va être important d'accompagner les apprentissages des participants, de les soutenir tout au long du parcours, etc. Donc ça a été un premier temps de bonne prise de conscience sur la formation à distance, comme la crise en 2020 a également eu ça. Donc je pense que ça a participé quand même à cette popularisation d'une certaine manière de la formation à distance. Et même si on prend les 10% qui la moyenne, hein, on dit 10%, on finit les MOOC, ces 10% là, c'est peut-être ceux-là qui n'auraient pas du tout eu accès à ce contenu, et donc pour eux c'était la bonne manière de faire, que de manière autonome ils ont pu avoir accès à cette formation et suivre le parcours en entier. Donc plutôt que voir les 90% qui l'ont pas fait ou en partie, si on veut vraiment prendre cette métrique là, on peut aussi se dire, ces 10% là, c'est peut-être ceux qu'on aurait loupés si on était resté sans cette accessibilité là du savoir. Ouais, merci pour votre relativisme. Et en un mot pour conclure, on développe encore des MOOC aujourd'hui? Ça vaudrait la peine de garder en tête ce format-là dans les dispositifs qu'on serait prêt à mettre en place, ou bien c'est un peu has-been? Moi, j'ai envie de dire, alors ça ne conviendra de toute façon pas à tout le monde, mais je pense que c'est encore son utilité, ouais. Moi, je serais plus pour une approche beaucoup plus granulaire, donc ressources éducatives libres, et donc plutôt de partager les ressources pour permettre à chacune de se les approprier, apprenant potentiellement comme d'autres formatrices et formateurs, beaucoup plus que fournir des cours en ligne complets disponibles à tous. Je suis vraiment plus dans une mouvance de ressources éducatives libres. La ressource plutôt que le parcours. Ouais. Exactement. Merci et toi à tous les deux pour la contradiction. Ouais, toi. Moi, j'ai plutôt tendance à voir ça plus comme toi, donc plus une autonomisation de l'apprenant, mais je sais que pour bon nombre d'apprenants, cette autonomisation n'est pas acquise, et donc on ne va pas s'adresser à eux, quoi, qui en ont peut-être le plus besoin par ailleurs. Donc voilà, ils sont minoritaires, mais ils en ont peut-être le plus besoin. Donc voilà. Oui, je dis pas que c'est la solution à tout, hein, les MOOC. Je dis juste que ça peut répondre à une certaine partie. Non, mais tout est dans la nuance. Mais je pense que c'est encore son utilité, comme je l'ai dit aussi. Mais ce n'est pas la solution à tout. Hein. Donc on me comprenne pas mal non plus à ce niveau-là. Merci pour la chronique et pour la discussion. Jérôme, on va passer à toi et à ton regard sur les chiffres clés du digital learning en 2024. À peine près de 60 jours après le début d'année, on est capable de donner ces chiffres clés. Tu vas nous dire comment ça a été créé, qu'est-ce qu'on partage dans ce rapport. Chronique numéro 2. Baromètre de tendance en formation. Comment les interpréter?
Alors, analysez les résultats d'un baromètre, celui de l'ISTF en l'occurrence, sur les chiffres clés du digital learning. Tel était le but de cette chronique. Oui, vous avez bien entendu, était, car c'était l'intention de base, mais ça a changé. Le contenu de cette chronique a changé après la lecture de ce baromètre. Et tuons tout suspense. Je vais pas vous parler des résultats du baromètre en tant que tel, mais bien de la forme et de la prudence requise pour s'approprier ce type de documentation. Bon, certaines personnes se diront sûrement que cela va de soi, surtout pour une enquête qui n'a rien de scientifique. Quand d'autres me questionneront sur le choix de cette enquête spécifiquement, alors que d'autres existent. Je pense notamment au baromètre de Lefebvre-Dalloz, par exemple, ou le Global L&D Sentiment Survey, qui sort tout prochainement. On vous mettra tous les liens, évidemment, en description. Alors, ces deux remarques sont tout à fait légitimes, et je me les suis évidemment posées à moi-même. Eh bien, en dehors du contenu et de la rigueur purement scientifique qu'on peut évidemment remettre en cause, ces enquêtes ont le mérite d'exister et sont une belle opportunité de prendre du recul et d'analyser ces pratiques au quotidien. Et c'est bien là leur objectif pleinement déclaré. Bien évidemment, ces enquêtes sont hautement vulgarisées, ce qui permet une accessibilité à toute personne. Réjouissons-en nous. Mais il ne faut évidemment pas tomber dans le piège de la facilité en omettant toute analyse critique et nuancée de ce type d'enquête. Et c'est bien ce que j'ai tenté de faire. En toute prudence et humilité, bien évidemment. Car la part de subjectivité est évidemment présente et le biais de confirmation, qui reflète donc la tendance naturelle qu'ont les êtres humains dont je fais partie, à privilégier les informations qui confortent leurs préjugés, leurs idées reçues, les convictions, leurs hypothèses. Bref, ce biais de confirmation est bien présent. Et donc j'ai pris mes plus belles lunettes d'analyse critique. Rentrons donc maintenant dans le vif du sujet. Ce baromètre 2024 de l'ISTF sur les chiffres clés du digital learning. Tout d'abord, sachez que ce baromètre annuel en est à sa 10e édition et est donc coordonné par l'ISTF, qui se décrit comme une organisation qui forme et accompagne les équipes formation dans leur innovation technologique, pédagogique et stratégique. Les résultats présentés ont été récoltés entre novembre 2023 et janvier 2024, tout récent donc. Tout chaud sorti du four. Concernant les répondants, il y a deux catégories de panels, celui des professionnels et celui des apprenants. Alors, les répondants professionnels étaient au nombre de 396, 96 pour nos amis français. Le panel des apprenants, quant à lui, était composé de 188 personnes actives qui ont expérimenté une ou plusieurs modalités pédagogiques au cours des 24 derniers mois. Il semble donc essentiel de connaître ces informations avant de se lancer dans une lecture approfondie. Et c'est justement lors de cette lecture approfondie que l'objectif de ma chronique a évolué. Au départ, je voulais vous présenter les principaux résultats présents dans cette enquête. J'ai lu et annoté ce rapport. J'ai relu et re-annoté ce rapport. J'ai re-relu et re-annoté ce rapport, et je dois vous faire une confidence, chères auditrices, chers auditeurs, je sais pas du tout quoi en retirer et comment analyser de manière pertinente pour ma pratique. Malgré mon premier sentiment enthousiaste, j'ai dû déchanter au moment de l'analyse. Et c'est donc pourquoi je ne vous présenter aucun résultat de ce baromètre. Pourquoi me direz-vous? Eh bien pour une raison simple. Un peu d'honnêteté intellectuelle finalement. En fait, en vous transmettant une partie des résultats, sans contexte, sans nuance et de manière incomplète, j'estime ne pas faire une analyse cohérente et pertinente. En d'autres mots, quelque chose que vous puissiez utiliser ne serait pas au rendez-vous. Et encore pire, vous pourriez mal interpréter les résultats expliqués. Car cela a bien été mon cas. Malgré une lecture complète et minutieuse de ce baromètre, je n'ai rien pu en faire. Voici les 3 limites que j'y vois. Tout d'abord, l'hétérogénéité du panel professionnel et apprenant. Beaucoup trop de profils différents. Ensuite, deuxième limite, la consistance. Il me manque de lien entre les questions et les résultats. On passe d'un sujet à l'autre sans fil rouge. Et enfin, et c'est pour moi la plus grosse limite, la largesse d'interprétation et d'utilisation des termes qui sont utilisés dans l'enquête. On utilise des termes comme majoritairement, efficace, moyennement, qui est laissé libre à l'interprétation pour chacun des répondants. Toutes ces limites m'invitent donc à une analyse prudente des résultats proposés, ce que je vous invite également à faire. En fait, si on prend une métaphore, c'est comme si on faisait une photo d'un petit bout de paysage à un moment précis et qu'on devait en tirer des conclusions sur une région tout entière. Je laisse le soin à tout amateur ou amatrice de photos ou de géographie d'analyser cette magnifique métaphore que je viens de trouver. Donc, vous m'aurez compris, je suis très prudent quant aux conclusions de ce type d'enquête qui, au mérite d'exister, sacrifie parfois la pertinence de celle-ci. Je compte donc sur votre esprit critique qui reste vos meilleures lunettes pour lire ce baromètre et bien d'autres.
Peut-être que ne fût-ce que publier le questionnaire utilisé pourrait permettre de mieux en saisir les nuances, sans que cela n'en coûte davantage à l'organisme à son initiative. Bien évidemment, je ne suis pas dupe ou même naïf, en vivant dans le monde des bisounours. Je suis bien conscient qu'il s'agit d'une enquête à visée marketing et commerciale. Mais cela n'empêche tout de même pas de proposer du contenu de qualité et nuancé. Voilà pour ma chronique, Nico, Lio. Vous en pensez quoi de ce type de baromètre, vous? Il y en a des tas, hein, des rapports comme ça. C'est vrai. T'en cites deux autres, mais il y en a plein d'autres que j'ai moi-même utilisé aussi sur par exemple aussi les compétences de demain. C'est un peu le même type et ça nous plaît d'y trouver ce qui nous arrange. Hein. Et ça plaît aux éditeurs d'y publier. Ouais. Ça plaît aux éditeurs d'y publier les résultats qui les arrangent aussi. Oui. Mais moi j'y vois, alors malgré ma chronique ici, comme je disais, j'y vois quand même un intérêt à la parcourir, pas pour prendre les résultats en tant que tel, mais pour se dire voilà, ces questions-là, j'y avais peut-être pas pensé, ou comment est-ce que moi je peux moi-même je l'intègre, ou pour amener des sujets de discussion, mais pas prendre les résultats en tant que tel. Je pense que c'est ça la prudence qu'il faut avoir par rapport à ça. Oui, et le point que tu mentionnais par rapport au questionnaire, pour moi, c'est le premier conseil. Enfin, vous m'en avez pas demandé, mais je me permets. Le premier conseil que je donne à nos auditrices et auditeurs, c'est d'aller voir la méthodologie de ce type d'enquête. Donc, de voir sur quels échantillons ça se base, quelles ont été les manières de construire cet échantillon, quelles ont été les modalités de création des outils de récolte de données. Donc le questionnaire, comment a-t-il été créé, sur quoi il se base, comment les questions ont été validées. Ça, ce sont des dimensions qui sont quand même assez importantes. La fidélité dans un test, c'est d'être sûr que ça va bien mesurer ce que c'est censé mesurer, que c'est consistant de ce point de vue-là. Voir aussi comment les données ont été analysées. Souvent, on va voir que c'est des choses très descriptives et que finalement, on va se baser sur les moyennes, même pas nécessairement sur les médianes, etc. Donc, allez voir le côté méthodologie pour voir dans quelle mesure le travail a été fait de manière consistante. Ça peut être une bonne base avant de se plonger dans les résultats. Ouais, Lio, toi tu disais que t'en envoyais plein. Quand t'envoies un, tu le lis quand même, tu le lis pas, qu'est-ce que t'en fais? Je crois que je suis vraiment bon public parce que ce qui va surtout m'attirer, c'est la manière dont la donnée est présentée. Donc si c'est vachement bien présenté, hyper soigné, j'aurais tendance à m'y plonger. C'est horrible et j'aimerais bien me censurer moi-même quand je dis ça, mais c'est les moyens qui sont mis en œuvre. En fait, ça traduit les moyens qui sont mis en œuvre sur la forme et donc purement marketing qui implicitement laisse à croire que le travail qui a été fait sur le fond est de la même valeur. Mais évidemment que c'est pas le cas. Ou évidemment qu'il y a moyen de jouer sur ces curseurs-là. Mais moi, j'ai tendance à, malgré tout, y voir... Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi ces données sont souvent communiquées en chiffres, alors que nous-mêmes, moi-même, j'imagine que je suis pas seul, je le lis pour y chercher de la tendance et pas pour aller voir le pourcent qui est supplémentaire. Donc, j'aurais aucun malaise à ce que ces rapports soient formulés en tendance. Enfin, je dis ça, mais en même temps, s'ils étaient formulés en tendance, sûrement que je voudrais voir les chiffres précis derrière. Mais oui, et qu'il y aura aussi une part de subjectivité, d'interprétation dans les tendances à mettre en œuvre. Donc, bah oui, moi je suis tristement bon public. Hein. Mais après, tu pourrais voir si c'est bien fait d'un point de vue visuel. Tu pourrais dire, je reprends en fait la forme et c'est présenté comme ça, et donc ça m'a attiré moi, et donc moi peut-être je pourrais utiliser ces pratiques de visualisation plus que les résultats en tant que tels. Quoi. Oui, il te suffit de faire un screenshot pour aller toi-même communiquer en t'appuyant sur ces données-là, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je parlais du biais de confirmation pour moi et c'est là qu'on se rend compte de justement je pense à la même chose et donc on va aller chercher juste cette information là parce qu'elle vient confirmer ou l'inverse de rejeter ce qui est contre nos pensées à la base aussi. Donc il faut être conscient de ça aussi. Le fait, comme tu le disais pour le paysage, c'est que l'usage qu'on en fait, c'est ce qu'on critique à la création, c'est de nous-mêmes n'aller piocher qu'un tout petit élément quand le rapport est un tout. Donc ça biaise un petit peu l'ensemble d'aller se dire ce chiffre m'arrange ou c'est de ça dont je veux parler, je vais le prendre, alors que l'information qui précède ou qui suit pourrait nuancer ou infirmer ou préciser ces données-là.
On n'est pas nous-mêmes lecteurs, on n'a pas toujours la bonne attitude. Non, c'est pour ça que je parlais de prendre ces lunettes critiques aussi. Mais c'est toi qui les as pour le moment. Oui, oui. Mais non, mais allez, par exemple, dans ce baromètre-là, quand même, aussi, il y avait une question, mais je vais pas aller trop loin parce que je voulais pas le faire quand même. Mais je vais pas donner les résultats, mais pour donner un peu l'approche sur quels sont les leviers ou les éléments qui font que vos participants commencent ou terminent une formation. En dehors des résultats que je vais prendre, que de nouveau je pourrais interpréter moi-même à ma manière et qui ont sûrement été déjà pré-interprétés et que je ne sais pas la manière dont la question a été posée, je trouve intéressant d'avoir cette question-là pour moi-même, me dire oui, finalement, moi, dans ma pratique, pourquoi est-ce que les gens commencent leur formation, tu vois? Donc c'est plus ça que je pense que c'est utile, ça va, cette prise de recul ou de prise de conscience, de dire oui, cette question-là, je me la suis peut-être pas posée, alors je dois peut-être pas la poser comme ça, mais au moins, voilà, faire émerger certaines choses, certaines réflexions. Ça pourrait avoir ce mérite-là quand même. Et ça traduit aussi dans ce sens-là le réflexe d'aller consulter les concernés. Oui, tout à fait. C'est clair. Oui, il y a cette démarche quand même là d'aller voir les personnes, mais c'est pas l'ISTF dans ce cas-ci pour pas citer qui a dit je vais sortir des chiffres. Il y a quand même la démarche de dire je vais aller voir auprès des personnes sur le terrain quelle est leur réalité finalement. Nico, t'avais encore une réaction par rapport à ça? Non, j'étais en réserve sur ce sujet-là. Oui. Mais je me faisais l'épisode dans ma tête en quelque sorte parce que j'allais dire que je suis plus friand d'articles scientifiques, voire d'outils, comme on en parlait aussi hier en préparant un peu cet épisode. D'un outil comme Elicit qui va permettre de poser une question assez pragmatique ou une question de recherche et d'avoir un peu une comparaison de différents articles de recherche sur ce sujet-là en présentant un résumé de chaque article, en les comparant, en présentant leur méthodologie, leurs principaux résultats. Le problème, et donc moi je suis très friand plutôt de ce volet recherche. La difficulté de la recherche, c'est son temps de diffusion et de publication. Souvent, une recherche, ça va prendre du temps à être construit, à être financé, puis ça va prendre du temps à être mené. Dans le meilleur des cas, on va dire qu'on est déjà dans une temporalité de 2 années. Ensuite, si au bout de ces 2 années, on prend 6 mois à écrire un papier, on va prendre en moyenne 1 an à le publier parce qu'il y a tout un processus de reviewing. Donc, on est sur 4 ans entre le début on se pose une question à cette question trouve une publication et un écho auprès du public. Et c'est là où, lorsqu'on s'intéresse à des tendances, à comment ça se passe en 2024 dans les institutions, c'est un peu plus problématique pour apporter des éléments concrets et au bon moment. Donc je dirais c'est de trouver la bonne balance entre une approche un peu plus scientifique dans des enquêtes comme celle-là qui vont aller sur le terrain. Mais donc ce serait juste, et c'est ce que tu proposais, c'est améliorer la démarche méthodologique d'outils d'enquête comme celle-là pour ne pas avoir de biais, pour ne pas avoir de propositions mal construites qui peuvent être soumises à l'interprétation des répondants, d'avoir des analyses un peu plus poussées que juste du descriptif, etc. Donc voilà. Et au moins d'être transparent là-dessus, quoi. Ouais. Parce que pour moi aussi une des limites, tu parlais du temps effectivement de recherche, de diffusion et autres, mais c'est aussi cet aspect de vulgarisation. C'est pas à la portée de tout le monde non plus de pouvoir lire et interpréter un article scientifique non plus. Donc ici, on est dans tout à fait l'autre extrême. On vulgarise à outrance, et donc au détriment de cette rigueur scientifique et donc de la pertinence des résultats et des données qui peuvent être données. Pour me répéter. Mais donc voilà, les articles scientifiques, ça reste difficilement accessible aussi pour comprendre, les interpréter et faire ce lien-là. Donc il faudrait trouver ce juste milieu-là, de que ce type d'enquête ou de baromètre utiliser un peu plus la rigueur scientifique et peut-être pas les scientifiques eux-mêmes, mais ou en tout cas que ces organismes disent on va prendre des articles scientifiques qu'on essaye de vulgariser un petit peu aussi. Ça pourrait avoir un compromis et aller dans ce sens-là. Les mêmes problèmes avec le corpus scientifique. Je remets pas du tout en question les articles scientifiques, mais c'est aussi on a les problèmes de corpus, c'est-à-dire dès lors que cet article est publié, il a une barrière commerciale. Est-ce qu'on peut continuer à y avoir accès? Le plus gros corpus scientifique, ce sera le corpus pirate.
Forcément, parce que sinon c'est que des silos liés à des éditeurs ou à voire à des universités. Et ça aussi c'est frustrant, c'est que quand le commercial vient se met en barrière à l'accès à la donnée. Mais voilà, ça fera l'objet, je pense aussi de plus qu'une minute. T'avais encore un dernier mot, Jérôme, ou ça clôt toute cette discussion? Non, ça peut, oui. Pour clôturer, je dirais, voilà, c'est effectivement le mérite d'exister, mais soyons effectivement très très prudents par rapport à ce nombre d'enquêtes qui ont des visées effectivement commerciales et marketing. Donc voilà, lisez-les, prenez les sujets et essayez de vous les approprier pour vous-même, mais sans prendre les résultats comme ça de manière brute et simple. Parfait. Merci beaucoup. Nous soyons critiques et eux qu'ils Aussi. soient transparents. Aussi. Voilà. Ou aussi, oui. On va maintenant être critique sur la dimension de pratique pédagogique et de signature pédagogique. Chronique numéro 3. Avez-vous défini votre signature pédagogique ? Aujourd'hui, pour vous parler des pratiques pédagogiques en formation professionnelle, j'ai tenté une approche plus socio-constructiviste que d'habitude en souhaitant co-construire cette chronique avec quelques actrices et acteurs de terrain. Malheureusement, pour des raisons que je vous présenterai dans quelques instants, la tâche a été plus difficile que prévu. Un peu comme Jérôme avec sa chronique. Je vous propose donc une approche en classe inversée. Cette chronique sur les pratiques pédagogiques est en quelque sorte la partie théorique que je vous proposerai de venir compléter par vos retours d'expérience, chers auditrices et auditeurs, vos opinions et des interactions dans un post LinkedIn qui sera publié le mercredi 6 mars 2024, soit 2 jours après la publication de la chronique. Et dans cette chronique, j'ai eu envie d'investiguer donc les pratiques pédagogiques en formation professionnelle, car si le sujet n'apparaît peut-être pas comme une tendance à première vue, il est en ce moment au cœur de plusieurs projets que je mène au travers de Caféine Studio. Je vous partage un peu le contexte d'un de mes clients qui va vous éclairer un peu sur tout ça. Ce client, c'est un organisme de formation qui propose une formation professionnelle de 2 ans et qui, vu le nombre de participants, implique près de 150 formateurs et formatrices. Pourquoi ont-ils fait appel à moi ? Parce que les participants se plaignent de plus en plus de la qualité pédagogique des formateurs, des approches pédagogiques proposées, dites trop théoriques par rapport à des formations de professionnels, ou du manque d'apprentissage concret, d'apprentissage réel. Après un audit de quelques semaines, un constat a sauté aux yeux. Personne, ni parmi les participants et participantes, ni parmi les formateurs et formatrices, ne s'accorde sur la vision des formations, c'est-à-dire sur la raison d'être de cette formation et des différents cours, ni sur la manière de donner ces différents cours. Certes, on forme à travers cette formation, mais on ne sait ni pourquoi, ni comment, ce qui va engendrer des pratiques pédagogiques diversifiées et des attentes par rapport à ces pratiques qui le sont encore plus. Cette situation, vécue dans plusieurs projets, m'a fait repenser à des concepts développés par Brigitte Albero et Didier Paclin, dont je vous propose un résumé. Vous retrouverez leurs articles en description, des articles de recherche. Désolé, mais je vais vulgariser tout ça ici. Les auteurs parlent de pratiques pédagogiques prescrites, de pratiques réelles et de pratiques perçues ou vécues. À leur manière, chacun de ces auteurs distingue donc ce qui est prescrit, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques envisagées par le ou la responsable de formation, le réel, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques réellement mises en œuvre dans la salle de formation, et le vécu ou perçu, c'est-à-dire la manière dont les participants apprenants vivent ou perçoivent ces pratiques pédagogiques. Sur cette base, j'ai souhaité interroger plusieurs responsables de formation en leur posant 3 questions relatives à ces 3 dimensions. Comment est-ce qu'ils et elles cadrent les pratiques pédagogiques des formateurs en amont d'une formation ? Comment est-ce qu'ils assurent ensuite lors des formations que les formateurs respectent ce cadre ? Et enfin, comment est-ce qu'ils s'assurent que la perception des apprenants est cohérente avec ce cadre ? C'était la base de mon approche socio-constructiviste. Malheureusement, j'ai dû essuyer près de 6 refus, certains par manque de temps. Bon, d'accord, c'était un peu court. D'autres évoquant que le sujet pouvait être sensible. Certains ne préférant pas évoquer publiquement cette cuisine interne. D'autres parce que rien n'est fondamentalement mis en œuvre pour assurer cette cohérence et que ce n'est pas idéal de le dire publiquement. Le seul qui a accepté ce challenge, en quelque sorte, c'est l'un de nos fidèles auditeurs, Jonathan Potier, que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices connaissent également, responsable de l'académie AG6, qui m'a tout de même précisé avant de me répondre:
Il y a encore beaucoup de chemin à faire en la matière. Mes collègues sont des experts métiers avant tout sur le chemin. On est sur le chemin pour devenir des formateurs, etc. Mais je vous laisse écouter 2 extraits. Le premier, donc à propos de ma première question, comment cadrez-vous les pratiques pédagogiques en amont d'une formation ? Je vous partage de suite l'extrait. On réalise un positionnement des participants en amont, donc sur leurs compétences et leurs connaissances. On a également rédigé un guide de l'animateur, donc qui donne aussi les techniques d'animation, ce qui est attendu des formateurs et des formatrices pour respecter aussi le cadre pédagogique que l'on a défini. On a rédigé aussi des scénarios pédagogiques qui sont basés sur les objectifs donc de la formation, évidemment. Donc voilà, on sait exactement quel est l'enchaînement des séquences pédagogiques, leur contenu, les méthodes à mobiliser, etc. Et moi, j'ai personnellement un échange préparatoire en amont avec chaque formateur donc qui va délivrer une formation. Là, je parle évidemment des formations externes. Ensuite, je lui ai demandé comment est-ce qu'il s'assure que les formateurs respectent ce cadre pédagogique proposé en amont. Je fais un échange systématique avec le collègue lorsque je le croise aussi bien on va dire dans les couloirs de l'entreprise ou via Teams, en visio, etc. pour savoir aussi comment se passe la formation ou comment s'est passée la formation. L'avantage aussi, c'est que eux sont en interaction avec leurs collègues aussi. Donc ça fait une petite communauté de formateurs en interne. Donc ils échangent aussi sur leurs pratiques entre eux. Sur la troisième question, sur la manière dont il s'assure que la perception et le vécu est cohérent avec le cadre pédagogique proposé en amont, je ne vous fais pas l'affront, évidemment. Jonathan a évoqué Kirkpatrick et vous retrouverez en description l'ensemble de cette réponse pour que vous ayez tous les éléments. Il précise évidemment en amont le contexte un peu d'AG6. Donc, je vous conseille d'aller écouter ça. Mais si je résume l'ensemble, c'est donc du cadre en amont avec les outils, une responsabilisation des formateurs et formatrices et une relative autonomie pendant la formation avec de l'évaluation informelle et évidemment par la suite une évaluation a posteriori par les participants et participantes à chaud et à froid. Jonathan, sans l'évoquer directement, a apporté un outil clé qui me semble essentiel à élaborer dans de plus en plus d'institutions, c'est la signature pédagogique, qui était le titre de de cette chronique. Une signature pédagogique, qu'est-ce que c'est ? C'est un texte qui va définir la raison d'être d'une formation, sa mission, ses valeurs pédagogiques qui l'animent. Elle décrit également les ingrédients pédagogiques principaux de cette formation qui vont lui donner une cohérence globale. C'est le cadre dont Jonathan parlait, les différents outils qui sont également proposés aux formateurs pour que les formateurs, à travers différentes formations, donne de la cohérence aux formations ici proposées par AG6. En la communiquant, une institution peut offrir un cadre aux pratiques pédagogiques de ses formateurs, c'est le prescrit, s'assurer d'une cohérence dans la mise en œuvre de celle-ci, c'est le réel, et enfin cadrer les perceptions des participants, c'est le perçu. En d'autres termes, elle permet que toutes les parties prenantes d'une formation comprennent et adhèrent au sens de cette formation. Et donc, est-ce que finalement, cette signature pédagogique n'est pas la solution pour créer de la cohérence et de l'alignement entre pratiques pédagogiques prescrites, réelles et perçues ? Et surtout, est-ce que la signature pédagogique n'est pas la tendance la plus sous-cotée du moment ? Ces questions, messieurs, et puis chères auditrices et chers auditeurs, je vous la pose et je vous les pose. Votre avis, Lionel, Jérôme, sur cette signature pédagogique, surtout que chez Sephora, j'ai été un peu regardé. Vous avez une signature pédagogique avec 6 grands ingrédients, mais même au-delà du contexte de Sephora, qu'est-ce que vous pensez de cette signature pédagogique, de son intérêt, et on parlera après de la manière dont elle est peut-être mise en œuvre dans différentes institutions. De mon côté, comme ça, en appréciation générale et sans entrer dans le détail de la signature Sephora, ça je laisserai peut-être à Jérôme la liberté de le faire s'il le souhaite, c'est le côté, oui, je trouve ça intéressant, nécessaire, mais quid de la liberté aussi de la personne qui souhaite former. Donc j'ai l'impression que c'est un peu en tension d'avoir un cadre qui va toi-même agir sur toi comme une contrainte, mais sûrement une contrainte nécessaire pour uniformiser la qualité que l'on souhaite fournir, et une contrainte qui forcément va se faire au prix d'une liberté qui aurait peut-être pu être enrichissante aussi. Donc
je pense que c'est nécessaire quand on a un grand nombre de formateurs à gérer peut-être et peu de contrôle sur ceux-ci. Donc ici, on parle du cas où Jonathan évoque le cas où ces formateurs, si j'ai bien compris, sont disponibles en interne. Et en externe ici aussi. Ah, et en externe ici aussi, oui. Dans notre cas, c'est essentiellement de la formation qui est fournie par des prestataires externes dont on souhaite qu'ils adoptent pas juste un branding, mais donc une identité aussi interne pour pas que ça parte dans tous les sens non plus, et parce que le volume fait qu'il y a une difficulté d'être proche de chacun à tous les niveaux, avant, pendant et après. Juste pour alimenter, apporter un peu de contexte en plus et laisser Jérôme réagir par rapport à ça, c'est que dans un des cas que je vis actuellement avec l'un des clients, parce que les problématiques sont assez similaires chez beaucoup de clients, c'est surtout le retour des apprenants qui se disent mais il n'y a pas de cohérence pédagogique. En fait, ces apprenants vivent différents modules avec différents formateurs, et là où la diversité, on pourrait se dire c'est pas mal, ça donne une liberté pédagogique. En fait, le vécu des apprenants, c'est certains formateurs font ça en session synchrone et d'autres font complètement autre chose. Dans les parcours asynchrones, certains nous offrent un parcours de A à Z, d'autres vont nous fournir une boîte à outils dans laquelle on est laissé en autonomie. Et donc, finalement, l'expérience d'apprentissage va être gâchée du point de vue des participants parce que trop de diversité. Et donc, elles et eux réclament cette cohérence. Jérôme, toi, ton avis sur tout ça? Mon avis, je vais plus illustrer par un partage d'expérience chez nous, effectivement, chez Sephora, et cette signature pédagogique qu'on a voulu mettre en place assez rapidement, et j'y vois 3 raisons principales dans notre contexte, et qui rejoignent le premier élément que Lio donnait aussi sur le fait qu'on a tous nos formateurs, ou la quasi-totalité, qui sont externes, et ils sont par centaines. Je dirais le premier, et qui était mon focus aussi à la base, c'est évidemment pour la qualité pédagogique. Et de pouvoir se dire, on veut qu'il y ait, si on reprend les niveaux Kirkpatrick, niveau 3, transfert, impact, et donc, voilà, on veut une certaine qualité pédagogique, et donc pour ça, pouvoir définir une signature. Le deuxième, et on en a un petit peu parlé, deuxième élément, c'est cette expérience d'apprentissage, avoir une cohérence, puisqu'on a un grand volume de formateurs, mais aussi du coup de formation et de sessions, et donc un participant ou une participante à nos formations dit, je vais suivre une formation chez X, chez Y, je sais l'expérience que je vais avoir. Comme quand je vais chez Ikea, je sais ce que je vais avoir et ce que j'aurai pas. Ou ailleurs, on peut prendre plein d'autres exemples. Je vais chez Nespresso, comme ça, peu importe, on sait quelle expérience on va avoir chez Sephora aussi. Et le troisième élément, et qui est apparu plus tard, qui n'était pas à la base, mais que je remarque qui apparaît, c'est un argument un peu plus commercial ou marketing, davantage concurrentiel aussi, et de jouer sur cette signature pédagogique comme argument de vente aussi. Voilà ce qu'on vous vend aussi, et voilà chez nous ce que vous allez pouvoir trouver, et voilà, et donc pouvoir jouer aussi sur cette signature pédagogique d'un point de vue commercial. Et je dirais le plus gros challenge, ça a été pas spécialement de la définir finalement, parce que quand on a une vision sur qu'est-ce qu'on veut proposer au niveau impact, transfert et qualité pédagogique, ça a été de dire mais comment est-ce qu'on la transmet. Et on l'a fait vivre à travers des outils, donc pas simplement tu parlais des 6 ingrédients, c'est pas juste 6 ingrédients qu'on met sur notre website en disant chez nous vous allez pouvoir avoir ça et ça et ça, un peu comme des valeurs qu'on affiche dans un bureau, mais c'est comment est-ce qu'on l'a fait vivre au quotidien. Et ça c'est je pense que c'est surtout ça le challenge, et qui peut peut-être expliquer certaines sensibilités dont tu parlais dans ta chronique, à les partager. C'est cool, on les a définis, mais on est un peu mal à l'aise parce qu'on n'arrive pas, parce que c'est plus complexe, de pouvoir vraiment les mettre en place. Et est-ce que de votre point de vue, comme je le disais, c'est une tendance un peu sous-cotée, parce qu'on voit que Sephora en Belgique, je travaille avec certains clients pour la définir. En France, il y a des exemples comme Segos, mais il y a très peu d'exemples quand on fait un benchmark de signature pédagogique, d'institutions de formation, voire même d'entreprises qui vont afficher comme ça leur cadrage pédagogique. Est-ce que c'est une tendance sous-cotée? Pourquoi est-ce que on cadre si peu? Moi, je pense que c'est, je sais pas si c'est sous-coté, mais en tout cas, c'est, ou alors c'est ça que tu veux dire, mais c'est clairement pas assez présent. Ça démontre le fait que l'organisme a pris une position, a eu cette réflexion du coup, et ça reste un outil surtout au service de ceux qui sont embarqués dans une expérience pédagogique, un outil qui va servir le dialogue entre une vision et peut-être une autre
Donc c'est un outil qui va permettre de confronter des positions. Donc moi je pense que ça a tout à fait lieu d'être, et c'est la manière dont on l'applique qui est peut-être à discuter, donc peut-être pas d'une façon sanctionnante mais une façon plus de conseil, de discussion et de finalement d'évolution vers la meilleure qualité qui soit. Moi, je pense que la difficulté est pas dans la dans la manière dont on l'applique, mais c'est le fait de l'appliquer, en fait, simplement. Et je pense que c'est ça aussi qui est difficile, c'est de dire, OK, je vais développer une vision ou une signature pédagogique, mais pourquoi faire au quotidien? Comment ça va m'aider? Et c'est pour ça que je dis, nous, on était pris par, en fait, on veut favoriser transfert impact, et donc, pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Et donc, c'est là où la vision pédagogique dit, OK, on va à une vision, et du coup, qu'on va transmettre dans un outil. Et donc, on a un outil, ce qu'on appelle notre scan clé. Donc, il reprend nos 6 ingrédients et on a 23 critères. Et donc, on scanne toute notre formation en amont, d'abord, sur base d'un storyboard. Dans un storyboard, on va le scanner avec ces critères-là, qui va nous donner, dire, et voilà, est-ce que ça répond à notre signature pédagogique ou pas, avec des éléments vérifiables, mesurables. Et puis alors après, quand on va refaire des visites de cours, on va refaire ce scan-là, et entre qualité proposée, prescrite, et la qualité perçue, dans la qualité en tout cas réalisée, après la qualité perçue, c'est encore autre chose, et c'est ça où l'étape où on doit encore progresser, c'est de voir maintenant perçu au niveau des apprenants, qu'est-ce que ça donne. Et donc on est en train de mettre en place via des questionnaires d'évaluation sur base de cette vision pédagogique aussi, qui vont nous permettre de voir est-ce que c'est perçu comme ça. Donc là on l'a créé avec un outil qui nous permet en amont et en aval de voir si ça répond à cette vision pédagogique, mais on ne l'a pas encore fait au niveau de la perception par l'apprenant, et c'est vers ça maintenant qu'on va aller. Donc le défi est de pouvoir maintenant au quotidien la traduire dans tout le process et dans tous nos outils de développement d'une formation. Top, donc comme le dit Jérôme, pardon. Non, vas-y. C'est des gros chantiers en fait. C'est peut-être pas à la portée de tous de pouvoir mettre des énergies comme ça, parce que c'est pas juste la création, c'est tout le développement, le maintien, l'entretien, la communication, et donc ça demande je sais pas si ce sont des personnes dédiées en fonction du volume, mais malgré tout, oui, ça demande une forme d'équipe ou de casquette qu'on doit garder en permanence ou sur plusieurs têtes, quoi. Ouais. Chez nous, on a réussi à le mettre en place, mais on est et pas encore totalement, c'est un combat quotidien, mais on est un organisme de formation, donc la formation est notre core business. Donc pour une entreprise dont c'est pas spécialement le core business, c'est peut-être une étape supplémentaire où c'est encore plus loin. Et on a réussi vraiment à l'implémenter à travers d'outils quand on a mis en place une vraie équipe pédagogique dont c'était la mission de pouvoir la définir, l'implémenter, l'outiller, l'accompagner, et donc voilà, on a dû mettre les moyens. Alors c'est un choix stratégique, mais il faut les moyens effectivement pour le mettre en place. Effectivement, ça peut être un investissement en tout cas pour créer cette cohérence dans les expériences d'apprentissage proposées. J'inviterai nos auditrices et auditeurs à aller voir la signature pédagogique de Sephora. Ce sera en description. Et puis j'invite nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent avant le 6 mars ou même qui nous écoutent après le 6 mars et qui souhaitent partager leur expérience, leur fait d'avoir déjà développé ou non une signature pédagogique et un peu comment elle cadre les pratiques pédagogiques, que ce soit en amont, pendant ou après, à venir sur le fameux post LinkedIn pour cette approche classe inversée, que vous veniez ensuite interagir et co-construire un peu la suite de cet épisode sur LinkedIn. On passe maintenant aux recommandations. On commence par Lionel. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui t'a marqué ces dernières semaines et que tu as envie de partager à nos auditrices et auditeurs? Tu l'as un petit peu teasé tout à l'heure, parce que le nom revient dans la chanson que tu as créée gentiment pour moi. J'aimerais bien vous parler d'Obsidian. Non, je plaisante. Mais Obsidian, je connais pas. C'est quoi? Je plaisante. C'est quoi Obsidian? Je connais pas. On en parlera à l'after. C'est un outil pour le coup, un autre outil. Je viens pas souvent, je pense, avec des outils, ou pas souvent avec des différents en tout cas. Mais c'est Superlist, et que vous ne connaissez peut-être pas encore parce qu'il est récemment sorti de bêta, mais que vous connaissez peut-être parce que je crois qu'il y est resté longtemps, donc il était accessible depuis un moment. C'est l'outil donc Superlist, qui est un outil, comme son nom l'indique,
d'une part super, mais d'autre part pour gérer les listes, et pas uniquement les listes, donc c'est voir la tâche comme un élément d'une liste. C'est-à-dire qu'une liste peut se traduire en tâche, peut rester une liste et pourrait devenir d'autres éléments aussi. D'ailleurs, je pense à un autre outil dont je vous parlerai une autre fois. Et donc, c'est en fait ceux qui ont créé ça, c'est les créateurs de Wunderlist, que vous connaissez peut-être vu que il avait une grosse part de marché à l'époque. Et je sais plus quand c'était, mais ça doit bien faire 10 ans ou peut-être même 15. Ouais. Et ils ont été rachetés par Microsoft, qui n'en a vraiment pas fait grand-chose, donc qui a développé son To-Do à côté sans vraiment s'inspirer de tout ce qui faisait le charme de Wunderlist. Il y a eu la frustration même des créateurs de Wunderlist de vouloir se faire déracheter ou bien se racheter eux-mêmes pour pouvoir continuer à exister. Mais ils n'ont pas pu, donc ils ont développé un autre outil à côté qui est Superlist, qui n'est pas Wunderlist, mais qui a le même esprit, la même signature peut-être. Et je l'utilise depuis 2 petites semaines. Sa force est de pouvoir s'intégrer à d'autres gestionnaires de tâches ou d'autres outils pour centraliser la tâche. Et donc, en ce qui me concerne aussi, c'est cette capacité à gérer tant des listes que des tâches et des listes de tâches. Voilà. Superlist. Donc je note, après une année 2023 pleine de réflexions sur les outils de prise de notes, l'année 2024 est pleine de réflexions sur les outils de to-do list et de gestion de tâches. J'ai hâte de voir, lors de la prochaine mise à jour de Things, de Todoist ou autre, un de ces outils arriver dans les recommandations. Jérôme, qu'est-ce que tu nous recommandes? Ah, on ne t'entend plus. Ou c'est juste chez moi? Ah oui, non. Oui, non. Je disais, il va de toute façon finir sur Notion ou Obsidian, donc c'est un éternel recommencement. Mais non, c'est des outils grands magasins, comme on disait tout à l'heure. Yes. Non, de mon côté, et ça fait le lien en fait avec la conclusion de ma chronique sur c'est une chaîne YouTube qui fait de la vulgarisation scientifique. Donc ça s'appelle Syllabus et donc c'est une nana qui prend plein de sujets et qui les décompose, des fois des sujets plus légers, des fois des sujets un peu plus moins légers, et il y en a une que j'ai épinglée en particulier. C'est sur l'écriture inclusive, parce qu'on en parle évidemment beaucoup, et moi je sais pas trop comment l'aborder. Je suis tombé sur cette vidéo qu'elle a réalisée, qui dure une 20aine de minutes et qui a une approche avec la rigueur scientifique et la vulgarisation. C'est pour ça que je dis que ça fait le lien avec ma chronique, où dit définir c'est quoi finalement le problème, c'est quoi les hypothèses, c'est quoi les solutions, et après une conclusion nuancée aussi par rapport à sa propre pratique aussi. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa vidéo ou d'autres. Elle a plus de 200 vidéos qu'elle a réalisées, mais principalement moi celle-là, je trouve qu'elle était très elle m'aide encore même maintenant quand j'ai cette réflexion par rapport à l'écriture inclusive. Je me suis beaucoup basé sur ses travaux où elle utilise elle-même des articles scientifiques. Donc voilà, et après des choses quand je parle un peu moins légère, pour vous donner un peu un exemple, c'est les cernes ne sont pas un signe de fatigue, par exemple. Comment on navigue dans les vaisseaux sanguins? Pourquoi replier une notice de médicament est presque impossible? Peut-on vraiment se chauffer avec des bougies? Voilà, il y a des choses qui paraissent légères, mais derrière il y a des choses scientifiques. Donc c'est assez chouette et assez bien fait aussi. Et tout ça dans une forme un peu humoristique, mais sérieuse aussi. Tout super. Merci beaucoup. De mon côté, Nico, je viens avec un ouvrage d'une collection que j'adore, qui est la collection Mythes et réalités aux éditions Retz, qui est coordonnée ou dirigée par André Fricot. C'est cette fois-ci un ouvrage sur les mythes et réalités de l'apprentissage à distance. Ils ont traité les mythes et réalités du numérique, les mythes et réalités de l'innovation pédagogique, les mythes et réalités des neurosciences et de plein d'autres sujets. Cette fois-ci, c'est un ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines, et à travers 10 chapitres, ils prennent 10 mythes et ou réalités. Au départ, on ne sait pas vraiment. Se dire que enseigner et apprendre à distance, ce sont des activités solitaires, qu'un cours à distance, c'est juste un cours en présentiel qui est mis en ligne, que en formation à distance, l'enseignant perd la propriété de ses cours. Bref, des propositions comme celle-là qui permettent ensuite de faire des petits articles appuyés sur la recherche scientifique, mais très bien vulgarisés, avec chaque fois une conclusion assez claire, avec plein de conseils pratiques
en travaillant sur ces mythes. Et ce sont des petits ouvrages, on est sur 150 pages, donc pour appréhender vraiment la formation à distance, plutôt que de rentrer dans un outil très boîte à outils, etc., et de pas se poser beaucoup de questions, cet ouvrage-ci vous permet de vous poser des questions et surtout d'avoir des réponses sur la création de ces cours en ligne et de cet apprentissage à distance. Merci pour tout ça, pour vos recommandations, mais aussi pour cet épisode. Merci aussi à vous, auditrices, auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'ici. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le au moins à 2 autres personnes qui sont soit bloquées dans le passé parce qu'elles suivent encore des MOOC, soit projetées dans le futur parce qu'elles sont au courant des dernières tendances numériques, ou simplement parce qu'elles ou simplement parce qu'elles devraient peut-être développer leur signature pédagogique. Et puis, si vous nous écoutez parce qu'on vous a recommandé cet épisode, ne le prenez pas mal. C'est probablement aussi qu'on vous l'a recommandé pour nos blagues et nos jeux de mots. Ou pas en fait. Bref, on se retrouve le 25 mars prochain pour un épisode enregistré dans le cadre du podcaston, comme l'année passée. Donc un épisode qui permettra d'accueillir une association et de discuter des tendances de la formation avec cette association. Et donc pour être tenu au courant de sa sortie, vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Podcast ou encore sur YouTube pour nous regarder en vidéo. À très vite. Salut. Salut tout le monde. Merci. Ciao. Salut. Si vous aimez le podcast, dites-le à vos amis.